Dans le cadre du projet Lisanga, la commission diocésaine de justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa a organisé ce jeudi 23 janvier 2025 un point de presse sur la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kwamouth dans la province de Maïndombe. L'insécurité dans les provinces du Nord et Sud Kivu, imputable à l'armée rwandaise, l'administration militaire du Nord Kivu interdit toute embarcation des pirogues entre les deux provinces. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, appelle la communauté internationale de sauver l'accord de Luanda zappé par les régimes Kigali dans une interview accordée à France 24. Nous sommes au 23e jour de l'année 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Dans le cadre du projet Lisanga, la commission diocésaine justice et paix, l'archidiocèse de Kinshasa a organisé ce jeudi 23 janvier 2025 un point de presse sur la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kwamouth, dans la province de Maïndombe et dans la partie rurale de Maluku. Pour plus de détails, suivez. C'était les bras des copains Koutoumissa. À l'issue de ces points de presse organisés par la commission diocésaine Justice et Paix de Kinshasa, l'on note dans ce rapport présenté devant la presse et le public que la crise de Maïndombe a produit un cortège de conséquences malheureuses qui a plongé les communautés de Kwamouth et de la commune de Maluku dans une vulnérabilité extrême. On cite des violences ciblées, des destructions des biens, des confrontations armées, la criminalité, les décès des civils, des militaires et tant d'autres. Selon Samuel Toumba, chef de projet, les médias en parlent moins. Par ce point de presse, nous voulons rendre visible la crise qui se vit dans la partie touchée par le phénomène Mobondo, car nos populations sont en train de souffrir. Il y a une souffrance noire. Les gens qui ne vivent pas là-bas ne savent pas comprendre. Quand on parle du phénomène Mobondo, ils n'arrivent pas à comprendre, mais il y a vraiment une souffrance. Et puis il y a toujours les menaces, malgré les tentatives, les initiatives de paix qui ont été mises en place par les autorités. Mais les miliciens Mobondo ne désarment pas, continuent à menacer d'attaquer les paisibles citoyens. C'est la raison pour laquelle nous voulons rendre visible cette crise, afin que les différentes parties prenantes puissent prendre conscience et agir. Arrêter des stratégies idoines de manière à ce que nous puissions mettre fin à cette crise et sauver la vie de nos compatriotes qui sont affectés par cette crise. La commission diocésaine Justice et Paix a formulé quelques recommandations. Au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, de rechercher les vraies causes, les vrais acteurs pour un dialogue inclusif pour lesquels les résolutions seront applicables et opposables à tous. Il faut signaler que de 2002 à 2023, cette crise a causé la mort de plus de 3000 personnes, 550 400 personnes déplacées. Les Mobondo ont donc attaqué plus de 200 villages à Kwamouth, Kwango, Kwilu et les Congo central. L'insécurité dans les provinces du Nord et Sud Kivu causée par l'armée rwandaise, l'administration militaire du Nord Kivu interdit toute embarcation des pirogues entre les deux provinces. Je vous laisse suivre le lieutenant Djike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, dans cet extrait est choisi pour vous par Ginel Pézo. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville d'Egoma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi.
D'une province à une autre, en Ituri, le coordinateur humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo salue le processus de désarmement de la milice Zaïre en Ituri. Bruno Lemarquis encourage cette initiative après avoir rencontré le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny Naomi Katako pour le détail. Après la maîtrise de la violence presque dans l'ensemble de la province, place à la stabilisation et au développement, a reconnu Bruno Lemarquis au sortir d'une séance de travail avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Le coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC en mission en Ituri a salué les efforts des animateurs de l'état de siège et promet l'appui de la mission au PDDRCS. On a aussi parlé de la question du PDDRCS, qui est vraiment toujours une grande priorité pour amener la stabilisation dans les différentes provinces affectées par les conflits. Donc là, nous sommes très encouragés par les derniers développements. Quand j'ai atterri, j'avais le chiffre de 600 dans la tête, 600 combattants qui se sont présentés pour la démobilisation et le désarmement. Mais en fait, le chiffre est de 1016, donc c'est-à-dire que ça a augmenté très vite, en espérant que ce soit le début d'une dynamique vertueuse qui commence à envoyer des signaux aux groupes armés. Il faut rendre les armes, il faut retourner à la vie civile, et il faut aider la province à se stabiliser. Donc les Nations Unies sont très très engagées aux côtés du PDDRCS, au niveau national, au niveau provincial, et j'espère que ce gros chiffre de 1016 enverra un signal pour que tous les efforts soient faits pour que le PDDRCS vraiment décolle en Ituri. Parlant des solutions durables envisagées en Provence, ce diplomate a reconnu l'étroite collaboration entre les animateurs de l'état des sièges et les humanitaires. L'Ituri est une province où on a une relation très étroite de collaboration avec les autorités provinciales, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité des humanitaires. En termes d'accès, il y a des réunions régulières. C'est la seule province où les réunions de ce qu'on appelle le comité provincial de coordination humanitaire ont lieu. Donc je pense que quand il y a des problèmes ici, ils sont discutés et ils sont adressés. Compte tenu des défis sécuritaires au pays, l'ONU appelle les humanitaires à investir à l'Ituri. Enfin, Bruno Lemarquis a laissé entendre qu'un appel de 2,5 milliards de dollars sera lancé début février pour la réponse humanitaire et c'est sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Toujours dans l'axe de la surveillance sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, dans une interview accordée à France 24, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, appelle la communauté internationale de sauver l'accord de Luanda zappé par le régime de Kigali. Suivez cet élément. Il faut plutôt d'abord parler de terroristes du M23 et il faut aussi parler de l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui opère, c'est bien clair. Encore récemment, il y avait ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui documentaient de manière claire qu'il y avait 3-4 000 hommes militaires rwandais qui opéraient et qui, malheureusement, ont repris depuis belle l'aventure terroriste et criminelle dans l'est de la RDC, contrairement à ce qui avait été prévu d'ailleurs, à différents engagements qui ont été pris, parce que au 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, normalement, tout devrait être conclu. Mais l'absence du président rwandais illustre justement sa volonté de continuer à piller l'Est de la RDC, parce que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la main à tout prix et garder la main à tout prix sur les ressources de la RDC. Et d'après nos informations, il peut y avoir plus évidemment, parce qu'il y a régulièrement de rotation et qu'en réalité, les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsque on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs, des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. C'est l'occasion, en tout cas, pour les Nations Unies de tirer les conséquences face justement au sabotage du processus de Luanda assumé par le président rwandais. Mais écoutez, le processus de Luanda, quoi qu'il en soit, c'est le processus qui a été mondialement reconnu pour être le cadre qui va... Je n'irai pas comme vous pour dire qu'il est mort, simplement parce que le président rwandais a choisi de continuer de s'aimer la mort dans l'Est de la RDC. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui
d'être sauvé entre guillemets, tel que vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Le président de la République, à l'occasion des vœux qu'il a échangés avec les corps diplomatiques, a été clair là-dessus. Nous saluons justement les condamnations répétitives des capitales occidentales, mais nous ne devons plus rester dans les seuils de condamnation. Il faut aller sur des sanctions plus dures, parce que des noms sont connus des officiers rwandais qui opèrent, et la revendication des actes terroristes posés par l'armée rwandaise et par la M23, par les officiels rwandais, ne devrait pas rester sans suite. C'est aussi de cette manière qu'on peut s'assurer de prévenir encore un conflit de plus grande envergure. C'est aussi de cette manière qu'on va s'assurer qu'on fait respecter les droits internationaux. Changeons de chapitre à présent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé aux travaux des panels du Forum économique de Davos en Suisse, ayant pour thème le dernier poumon de la Terre. Suivez cet élément. Son intervention au deuxième jour du Forum économique mondial de Davos en Suisse était très attendue. Une attente qui en valait la peine, car c'est ce mercredi 22 janvier que le président de la République a créé l'événement lors de sa participation aux travaux du panel ayant pour thème le dernier poumon de la Terre. En effet, c'est un tournant dans la lutte contre le changement climatique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la création de la plus grande réserve forestière protégée au monde, appelée le couloir vert Kivu-Kinshasa. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Le président de la République a fait remarquer qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, le couloir vers Kivu-Kinshasa sauvegardera l'avenir du Congo. Cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. Tout à fait. Autre chose, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a conduit une forte délégation de parlementaires congolais au Vietnam dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela. Le professeur Vital Kamerhe conduit une forte délégation des parlementaires congolais, dont les rapporteurs Jacques Joly à Quinto au Vietnam, dans le cadre de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la conférence parlementaire de la coopération francophone en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. Après avoir pris part à la cérémonie d'ouverture de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le mercredi 22 janvier 2025, la délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamerhe a eu des échanges avec la délégation vietnamienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, Tran Tam Man. En guise d'introduction de cette rencontre, le professeur Vital Kamerhe a transmis les salutations du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue vietnamien. Lors de ces échanges fructueux, Vital Kamerhe a plaidé pour le renforcement de la coopération entre la RDC et le Vietnam, dont il a loué des prouesses économiques. D'après les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais, la RDC, actuellement victime de l'agression rwandaise, peut se servir du modèle vietnamien pour développer son économie.
Monsieur le Président, notre volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays à travers nos parlements respectifs ne peut souffrir de l'ombre d'aucun doute, parce que de par la configuration de notre pays, l'agriculture et la transformation industrielle, le rôle de l'énergie doivent être au centre du développement de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre basse du Parlement a par ailleurs sollicité l'envoi d'une délégation multidisciplinaire du Vietnam en RDC en vue d'un partage d'expérience et d'expertise. Le professeur Vital Kamerhe a réitéré la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement congolais de faire de l'agriculture un véritable moteur du développement, la RDC disposant de plus de 80 millions de terres arables. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a présidé une importante réunion dans son cabinet de travail pour échanger sur ce qui est du SMIC avec les parties prenantes de cette réunion sur cet élément. Cette rencontre a été l'occasion de clarifier les malentendus entourant l'actualisation du salaire minimum interprofessionnel garanti en mettant en lumière l'importance du respect des procédures légales. Le gouvernement souminois place les questions d'emploi et de pouvoir d'achat en tête de ses priorités, s'engage à revaloriser le SMIC, actuellement fixé à 7 075 francs congolais, qui devrait passer à 14 500 francs congolais, soit le double, alors qu'il n'a pas été ajusté depuis 6 ans, a déclaré le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa. Et nous sommes convenus que le taux de 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué la semaine prochaine. La Première ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. De son côté, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné la nécessité de respecter la procédure. Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Donc il a été conclu que dans les meilleurs délais possibles, le ministre de l'Emploi et du Travail, qui est le président du Conseil national du travail, va convoquer le Conseil national du travail pour formaliser cette décision et le ministre reviendra avec la décision du Conseil national du travail pour la faire entériner au niveau du gouvernement, permettant ainsi à Madame la Première ministre de prendre par décret le texte qui va fixer le nouveau SMIC en République démocratique du Congo. C'est avec un sentiment d'espoir renouvelé que le travailleur congolais attend désormais la décision à venir. Cette réunion a été plus qu'une simple discussion, elle a été le début d'un engagement collectif pour le respect de la loi et le bien-être de chaque travailleur. Dans le même registre, je vous laisse suivre les réactions du président de l'intersyndicale du Congo, Guilain Coucou, et celle de Robert Malumba, président de la FEC, sur le sujet du SMIC dans ses propos recueillis par Agathe Miezi. Nous nous sommes entendus, les employeurs et nous, tous sont d'accord que les 14 500 sont des acquis que personne ne remet en cause. Il faudra maintenant seulement, pour besoin des procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la Première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Donc, c'est ça le compromis que nous avons trouvé. Nous parlons le même langage, mais peut-être il y avait des incompréhensions des uns et des autres. Il y a un taux qui a été fixé, mais il n'était pas fixé selon les règles et les procédures. Donc il n'y a personne qui est contre les montants ou les chiffres de 14 500 francs congolais. Mais néanmoins, comme on a parlé avec la Première ministre, il y aura le CNT qui va être convoqué d'ici la semaine prochaine pour régulariser la procédure
afin que le SMIC soit appliqué conformément aux règles ou aux textes locaux. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani, a reçu dans son cabinet de travail le caucus de députés nationaux de la province du Haut-Katanga. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Ginelle Pézo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Chabani Luko Jacquemain, a reçu ce mardi 21 janvier 2025 dans son cabinet de travail le caucus des députés nationaux de la province du Haut-Katanga. Ces élus du peuple sont venus demander l'implication du patron de la sécurité et de la territoriale pour l'éradication de l'insécurité caractérisée par la criminalité et le banditisme urbain qui sévit dans cette partie du pays, précisément dans les villes de Lubumbashi et Kasumbalesa. Le Premier ministre nous a reçus. Nous sommes très reconnaissants et le remercions. Il a entendu, il a écouté, mais de toute façon, le vice-premier ministre est également au courant, vu qu'il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Et il nous a donné une certaine vision à court terme, à moyen terme et même à long terme. Sur la problématique de la sécurité au niveau de nos villes et au niveau de nos cités. Ce moment de partage d'informations a permis au vice-premier ministre d'exprimer son engagement et sa détermination de mettre fin à l'insécurité qui sera appuyée par la promulgation de la loi des programmations de la police nationale congolaise après son adoption au Parlement pour répondre efficacement à cette problématique non seulement dans le Haut-Katanga mais aussi dans les provinces touchées par cette situation à court, moyen et long terme. À cela s'ajoute la mise en œuvre totale des comités locaux et provinciaux de sécurité à partir de la base jusqu'au sommet. Satisfaits pour avoir obtenu les assurances du patron de la sécurité, ces mandataires du peuple ont profité de l'occasion pour lancer un message d'espoir à leur base appelée à vivre dans la quiétude. En dehors de nos frontières, le Niger, le Burkina Faso et le Mali décident d'unir leurs forces pour lutter contre les djihadismes. Suivez cet élément. Ce n'est plus qu'une question de semaines. La force armée des États du Sahel devrait être opérationnelle très prochainement, d'après le ministre nigérien de la Défense, qui s'exprimait à la télévision publique. Selon lui, cette force unifiée, c'est son nom pour l'heure, est pratiquement prête avec un effectif annoncé de 5000 hommes. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Dans les faits, les pays de l'AES mènent déjà des opérations ponctuelles conjointes contre les djihadistes, dans la zone des 3 frontières notamment, où les attaques sont les plus nombreuses. Mais avec cette nouvelle force unifiée, le Niger, le Burkina Faso et le Mali s'affranchissent dans l'opérationnel sur le terrain de toute autre tutelle, au moment où ces pays quittent la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, cette organisation inféodée à Paris selon eux. Mais avec ou sans la France, le Sahel reste avant tout une zone sous menace permanente, l'épicentre du terrorisme mondial, selon les Nations Unies. Le Sahel est l'épicentre de l'une des crises les plus brutales au monde. Depuis 3 ans, le nombre de personnes tuées par des terroristes dépasse les 6000, soit plus de la moitié de tous les décès liés au terrorisme dans le monde. Dans ce classement mondial des décès liés au terrorisme, l'augmentation stupéfiante du nombre de morts dans la zone des 3 frontières place désormais le Burkina Faso à la première place. C'est d'ici que prend fin complètement cette session d'information à la télévision de l'éducation. Merci de nous choisir pour vous informer. Bon, tout le programme à la télévision de l'éducation. Pour vous qui venez à peine de nous suivre, nous vous laissons avoir l'idée sur l'essentiel des actualités. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal, dans le cadre du projet Lisanga, la commission diocésaine de justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa qui a organisé ce jeudi 23 janvier 2025 un point de presse sur la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kwamouth dans la province de Maïndomé.
Et l'insécurité dans les provinces du Nord et Sud Kivu, imputable à l'armée rwandaise, l'aviation militaire du Nord Kivu a interdit toute embarcation de pirogues entre les deux provinces. Et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a interpellé la communauté internationale de sauver l'accord de Luanda zappé par le régime Kigali dans une interview accordée à France 24.